J'essaye de ne pas mettre des bouquins partout dans ma maison, mais j'ai choisi ceux-ci. Je trouve qu'ils me représentent tout à fait correctement. Ça, c'est une boule de Noël que j'ai trouvée dans une boutique à Londres. Je suis tombée par hasard sur ces décalcomanies de hamster en tablier. Elle a 16 ans et je l'ai depuis qu'elle a 2 mois. Et en fait, ils donnent pas l'heure. Je ne sais pas pourquoi l'horloge fonctionne pas. Tu peux tourner les pages, tu peux partir avec les pages. J'ai le soleil absolument tout le temps. J'ai un balcon et ça, je pense que c'est un luxe mais incroyable. Et je n'ai pas de vis-à-vis. Je passe beaucoup de temps à ma fenêtre parce que comme je passe beaucoup de temps soit sur des écrans, soit sur des livres, soit sur des ordis, j'ai très souvent besoin d'aller faire le point avec mes yeux loin, sinon je suis astigmate et je vais devenir complètement loucher. Et c'est extrêmement bien d'avoir rien qui bloque ma vue. Et ça, c'est une sensation incroyable. J'ai même des voisines de cet immeuble qui me disent, pourtant elles habitent là depuis 60 ans, qu'elles me disent qu'elles sont très jalouses de ma vue. Et je suis hyper fière d'avoir cette vue-là. Grignotte, c'était le hamster de ma classe de moyenne section de maternelle. Et j'ai parlé d'elle parce que c'est moi qui ai choisi son prénom et la classe a voté pour le prénom que moi j'avais proposé. Et comme je ne savais pas lire et que j'avais peur d'avouer que je ne savais pas lire, moi j'ai même pas voté pour le prénom Grignotte, mais pour un prénom qui était Marguerite parce que ça commençait comme Marion. Donc c'est très significatif de ma manière d'être au monde, du doute perpétuel qui m'habite. Je me suis volontairement entourée de plein de trucs de hamster et de plein de choses justement de mon enfance et que je t'emmène voir parce que j'appelle ça un peu le laboratoire parce que je me forçais à vivre un peu avec le hamster pour pas complètement au début, avant de m'y mettre, être trop traumatisée de m'y mettre. Donc je me suis dit, je vais le mettre dans mon entourage, je vais le mettre, il est extrêmement doux, vraiment il est d'une douceur. Je l'ai trouvé vraiment pendant que j'étais en train de procrastiner encore avant de me mettre à l'écriture dans un marché de Noël. Et ça a été c'était chouette, je le mettais partout. Et ensuite, j'ai retrouvé le hamster qui était en décalco. C'est ça qui a tout commencé en fait. C'est quand je raconte à Isabelle que pour une raison que j'ignore, je suis tombée par hasard sur ces décalcomanies de hamsters en tablier et autres petits oursons en t-shirt. Et que je ne sais pas pourquoi, alors que c'est pas un bon souvenir, je l'ai acheté. Et je me suis dit, je le garde comme dans une boîte, genre une boîte de sadomaso, où quand j'ai besoin d'un peu pleurer ou de me rappeler que c'était pas toujours facile, j'aurais ça. Et c'est là où elle m'a dit, le hamster, c'est drôle. Et puis en fait, il y a plein d'autres histoires de hamsters qui sont venues, mais j'ai gardé ça comme pour me faire la Madeleine de Proust désagréable. Et puis des photos de moi avec mes joues d'enfant. Parce que c'était aussi une manière de me dire, j'accepte de cohabiter pendant le temps de l'écriture de ce livre avec ses souvenirs, avec cet enfant, avec ce que la narratrice raconte dans le livre et avec ce hamster. Et je veux pas que ce soit quelque chose qui me fasse peur. C'est pas vraiment mon idée à la base. C'est l'idée de mon amie Isabelle Sorante, qui est la directrice de collection, à qui je racontais des histoires de mon enfance pour une raison qui m'échappe. On se racontait des souvenirs et j'ai cru nécessaire de lui raconter une anecdote autour d'un petit hamster en décalcomanie qui était sur la porte du placard de ma salle de bain, celle dans laquelle j'ai grandi. Ce petit hamster que j'ai regardé perpétuellement et qui était assez significatif de ce que j'ai vécu en étant enfant. Et elle m'a dit, peut-être que tu devrais écrire autour du hamster. Et moi, j'étais un peu déçue parce que je me disais, pas du tout. Enfin, il n'y a pas un animal un petit peu plus stylé autour duquel je pourrais écrire. Est-ce que vraiment le hamster est quelque chose d'inspirant? Et en fait, Isabelle a planté dans ma tête la graine que le hamster pouvait être intéressant et je me suis mise à réavoir énormément de souvenirs autour du hamster, autour de l'animal, autour de ce qu'il représentait, de comment j'étais attirée par lui, de comment il est arrivé dans ma vie à plusieurs reprises. Et finalement, ça m'a rendue peut-être un peu triste au début, mais je me suis dit que c'était peut-être finalement l'animal duquel je me sentais le plus proche. Et après avoir fait la paix avec cette idée, je me suis mise à écrire autour de souvenirs d'enfance et surtout pour redonner un petit peu de brillant et d'intérêt à cet animal que tout le monde trouve très risible et très ridicule. Et en fait, c'est devenu ma mission. Je me suis dit, mais non, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on juge si durement cet animal, comme on juge si durement énormément de gens sur Terre? Est-ce que peut-être que la manière dont on le juge ne remettrait pas en question notre manière de voir le monde et de se placer comme faible ou fort, peu importe? Et finalement, c'est devenu mon histoire. À la base, c'est un outil pour moi. C'était un outil très égoïste de m'imaginer dans les pièces à l'intérieur de moi parce que ça me permettait de ranger. Et c'est la seule chose que je sais faire. Je suis quelqu'un de très visuel. J'aime bien que les choses soient rangées. J'aime bien, comme je te racontais, que ce soit plein, que ce soit très rempli autour de moi.
mais je sais où sont les choses et cette sensation de contrôle me rassure et donc m'imaginer comme une grande maison, m'imaginer comme un espace où je vais ranger des souvenirs, comme ça me permet de regagner le contrôle sur cet esprit qui finalement fait vraiment ce qu'il veut. Mais ça me permet de le poser. C'est ma manière à moi de méditer. Il y a des gens qui imaginent qu'ils sont en train de plonger sous l'eau pour aller voir une petite maison. Il y a des gens qui s'imaginent une sphère parfaite. Moi, ma manière de me calmer, de me rassurer, c'est de m'imaginer comme un grand bâtiment dans lequel je vais visiter les zones qui ont mal ou qui ont peur ou les choses qui sont mal rangées. Boulette, c'est mon personnage préféré de ma vie. Je dis souvent ça parce que je pense que si je devais un jour faire une série autobiographique, tu vois, genre, elle serait quand même bien centrale. Elle a 16 ans et je l'ai depuis qu'elle a 2 mois et qu'elle ne savait pas encore rentrer ses griffes et qu'elle ne savait pas qu'il ne fallait pas se battre jusqu'au sang. Et je l'ai eu jeune, parce que je l'ai eu à 19 ans et c'était une grosse responsabilité, mais je me suis toujours... depuis mes 19 ans, même quand j'avais pas d'argent pour manger moi forcément, j'avais toujours un petit fonds pour au cas où il arrive un truc à Boulette parce que je savais que les frais vétérinaires c'était cher. Et c'est vraiment mon personnage préféré. Elle a évidemment le 6e sens qu'ont tous les chats, c'est-à-dire que quand je suis malade, quand je suis triste ou quand j'écris un livre, elle vient sur mes genoux. Le premier jour où je me suis mise à écrire et où elle trouvait ça étrange que je sois immobile si longtemps, parce qu'elle-même, elle comprend pas pourquoi je suis jamais vraiment immobile, elle est venue se poser sur mes genoux. Sauf que comme j'ai fait mon bureau sur mesure et qu'il n'y a pas assez de place pour elle, quand je m'assois, elle avait son corps ici et elle a posé sa tête sur la tablette. Vraiment, elle ne voulait pas me lâcher. Et ce bureau, c'est sa chambre un peu, mais c'est aussi censé être mon bureau. Et en même temps, on cohabite bien dedans et elle a participé à l'écriture. Je lui racontais de temps en temps. Je sais que j'ai un truc un peu de personne folle avec les chats, mais moi, je pense que parler à ces animaux, c'est très important. C'est pour ça qu'on a une relation super. Enfin, une relation super, ça fait 2 jours qu'elle me fait la gueule, mais elle est adolescente aussi, donc en ce moment, c'est très difficile. Faire des vidéos, ça m'a permis de me montrer comme j'avais jamais été avec aucun être humain, parce que j'étais avec personne. J'étais toute seule, et donc là, moi, je pouvais montrer ça. Je pense que j'ai aussi beaucoup eu, comme beaucoup de personnes un peu traumatisées petites, une sorte de costume aussi quand je rencontrais des gens. Une telle volonté d'être appréciée, d'être vraiment une people pleaser, que finalement, ça en devenait... désagréable. Et donc c'est là où je reconnais aussi ma part de responsabilité. J'ai été crispée dans quelque chose que je pensais devoir imiter et finalement ça ne m'a pas rendue beaucoup plus populaire. Donc je crois que dans mes vidéos, ça a été un des premiers moments où j'ai pu dire en fait je suis comme ça. Je suis vraiment comme ça quand il n'y a personne qui me regarde et qui me juge et qui pourrait ne pas m'aimer. Et finalement c'est très paradoxal puisque j'ai mis les vidéos en ligne donc. Alors chez moi, c'est pas tant dans l'appart, mais c'est ce que j'en ai fait. J'ai essayé de faire dans toutes les pièces un mélange complètement éclectique de choses parce que j'ai tendance à beaucoup m'ennuyer ou en tout cas à pas avoir beaucoup de patience sur les choses et j'ai besoin que mon regard se pose systématiquement sur une nouvelle chose qui va me divertir ou me rappeler quelque chose. Donc je suis une grande collectionneuse de cartes postales, d'objets, de petites figurines, de chats principalement. On va pas savoir pourquoi, mais si j'aime les chats énormément. Et ça fait partie de ma décoration. J'ai un truc un peu adolescent aussi dans ma manière de décorer. Mais j'aime bien être entourée des choses. Je pense pour ça avoir un côté assez matérialiste. Parce que j'aime que mes choses elles soient jolies et que j'ai nulle part un mur trop vide. Il s'appelle Kit Kat Clock, mais pour te dire à quel point je l'aime juste déjà pour le bruit du balancier. Et en fait, il donne pas l'heure, je ne sais pas pourquoi l'horloge fonctionne pas. Et comme la queue, c'est mécanique, il n'y a pas besoin de pile, donc la queue continue à fonctionner, et les yeux aussi, et c'est juste pour ça que je l'ai. C'est-à-dire que j'ai accepté que de ces 2 fonctions, je n'en garde qu'une seule, c'est-à-dire l'esthétique et le rythme. J'ai accepté que mes réveils ne donnent pas l'heure. J'essaye de ne pas mettre des bouquins partout dans ma maison, mais j'ai choisi ceux-ci parce que je les ai déjà lus et que je trouve qu'ils me représentent tout à fait correctement. C'est plus des livres de déco, mais j'ai quand même réfléchi ma décoration jusqu'à être quand même très fidèle à qui je suis. Donc on a l'effet maudit, parce que ça me fait toujours rire, les légendes urbaines, Almost Adulting, qui est littéralement comme je me sens, c'est-à-dire que l'âge adulte, c'est pas un stade auquel j'ai l'impression d'arriver. La théorie des couleurs avec les fleurs, parce que je suis quand même quelqu'un de doux et délicat, et puis mes inspirations culturelles, c'est-à-dire Tina Fey et Valérie Solanas, qui sont des grandes inspirations. Et puis j'aime bien, dès que je vois leur nom écrit sur un truc, je me rappelle un petit peu de ce que je veux faire dans la vie, et ça, voilà, c'est de la déco réfléchie, c'est de la déco d'intello un peu. L'école est quelque chose que petite, et jusqu'à la fin de ma scolarité, j'ai détesté. Mais j'avais tellement pas la sensation d'avoir le choix que je l'ai vécu, je pense, comme le bagne, un peu. Comme on irait tous les jours faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais je savais qu'il fallait que je tire ce nombre d'années-là. Et je l'ai fait. Et j'ai compris à 18 ans que je voulais plus jamais le refaire quand je suis arrivée en faculté.
et où en fait j'ai fait une crise de panique comme une petite fille qui savait pas ce qu'elle foutait sur les bancs de l'école. Et en fait j'ai compris à ce moment-là que j'avais pas du tout aimé l'école. Mais j'avais pas vraiment le droit, ça n'existait pas, on parlait pas encore de phobie scolaire, on parlait pas non plus même de difficultés d'intégration, on parlait pas de troubles de l'attention, on parlait de rien de tout ça. Et encore moins quand on est une petite fille en fait. Comme j'ai appris à masquer très tôt, on s'en est pas du tout rendu compte. Mais moi je m'en suis rendu compte et aujourd'hui si c'était à refaire, je retire des choses incroyables de mon éducation. J'ai appris à parler anglais grâce à l'école parce que j'étais intéressée et concentrée. J'ai appris beaucoup de choses sur la littérature, mais j'ai aussi passé énormément de moments douloureux et plus de moments douloureux que de moments d'apprentissage et de découverte. Au tout début, quand Isabelle m'a dit tu pourrais écrire un livre, moi je pensais vraiment très sincèrement que j'arriverais pas à écrire assez de phrases qui formeraient assez de paragraphes pour rentrer dans un livre. Que le mieux que je pourrais écrire, ce serait des nouvelles. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était une pensée que j'avais eue perpétuellement dans ma carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé en écrivant des sketchs et je me suis dit je pourrais jamais écrire un court-métrage, puis ensuite je pourrais jamais écrire une série, puis je pourrais jamais écrire un film. Et à chaque fois, j'ai pu écrire toutes ces choses. Donc je me suis un peu assise avec mon imposteur et je me suis dit bah peut-être qu'on va essayer. Et finalement, le challenge était intéressant parce que c'était un moment dans ma vie où j'avais de toute façon envie de bouder les réseaux sociaux et j'avais envie de bouder ces espaces qui n'étaient pas très accueillants et qui me fatiguaient plus qu'autre chose. Et donc j'ai pu rentrer dans ce travail introspectif. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je me prouve à moi-même que je peux le faire comme j'ai pu le faire pour les séries et les films. Et ensuite, j'y ai cru. Les réseaux sociaux, c'est un endroit merveilleux parce qu'il y a accès à une parole à laquelle on n'avait pas du tout accès avant. Même pour moi, c'est un vivier. Je suis consommatrice aussi et j'adore voir que des choses se font et qu'avant Internet, on ne pouvait pas les faire. Et on ne pouvait en tout cas pas y avoir accès. Donc pour ça, je trouve ça merveilleux. Ensuite, je pense toujours que malheureusement, le problème n'est pas le réseau social, mais la manière dont les gens l'utilisent et qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient grand besoin de remettre en question leur rapport à ces réseaux sociaux et leur rapport à leur impact sur les autres, sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant, n'importe quel internaute a un impact sur les autres. Et aujourd'hui, je trouve ça dommage de devoir dire aux gens qui réfléchissent à leur impact. Parce que c'est ce qu'on leur dit partout, on leur dit dans l'écologie, on leur dit dans... Et c'est ça en fait qui me rend triste avec les réseaux sociaux, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas de réflexion sur l'impact qu'on peut avoir en tant qu'individu, alors qu'en fait il y en a un. Il y a un autre hamster et lui c'était aussi... Lui c'était pareil, puis c'était fortuit, c'était toujours sur ma route. Donc si tu veux, j'avais l'impression que le hamster, ça c'est une boule de Noël que j'ai trouvée dans une boutique à Londres. Et j'avais l'impression que le hamster, plus j'y pensais, plus il était là dans mon champ de vision. Et tout le monde te dira que, bah oui, tu vois des signes partout parce que tu commences à porter ton attention dessus, mais le hamster quand même. Enfin, je veux dire, quelles sont les chances pour de vrai que cet animal soit autant autour de moi? J'ai découvert que j'avais en moi une forme de virilité assez toxique quand j'ai commencé quand j'ai lu la phrase la première fois, tout ce que tu peux faire, moi je veux le faire enseignant. Et je me suis dit, ça a été, si tu veux, mon refuge immédiat après avoir découvert que être une fille, c'était nul. En fait, être une fille, c'est plus qu'incroyable, c'est même plus fort que le truc le plus fort du monde. Et donc, je me suis mise à dire... Pareil, quand j'étais malade, je faisais les mêmes choses et je faisais « Regardez, je vais peut-être pourrir, mais je l'ai fait. Alors, c'est qui la plus forte ?» C'était une compensation bête. C'est un peu comme un mec qui se sent pas bien et à qui on dit d'aller pousser à la salle. Moi, mon féminisme, il allait pousser à la salle parce qu'il pensait que vouloir écraser par la force, c'était ça qu'il fallait faire. Et donc, c'était pas performatif non plus, mais c'était devenu quelque chose où ouais, je voulais montrer que j'étais 10 fois plus capable que quiconque et qu'en plus, j'étais une fille. Et ça m'a valu à moi-même de me faire du mal et de faire des choses stupides parce qu'en fait, je devais faire la paix avec la partie justement de moi qui n'avait pas du tout envie de se battre, qui était très pacifiste, qui était très non-violente et qui était très fatiguée. Je sais qu'il y a un dessin animé, mais moi j'étais trop âgée pour le regarder, qui s'appelait Hamtaro. Et c'était un petit hamster où tu pouvais envoyer des stickers, des emojis. Dans les premiers emojis, tu pouvais envoyer un petit Hamtaro, genre sur Facebook et tout ça. Mais c'est pas... Moi, j'étais trop grande déjà pour ça. J'ai pas prêté attention dans mon adolescence à ce que le hamster existait. J'ai pas tellement d'informations dessus. J'ai trouvé un bouquin, cependant, que j'ai peut-être pas perdu. Je vais essayer de te le retrouver. Il était très chouette. Ah, c'est ça. Ça aussi, je l'ai trouvé pendant que j'écrivais. C'est un livre qui s'appelle Le journal d'Edouard, hamster nihiliste, 1990-1990. C'est ma date de naissance en plus. Donc si tu veux, tout me paraissait être un signe et j'avais envie de tout prendre comme un signe positif. J'avais vraiment pas envie d'être là, ah, arrêtez, Tu sais, comme si le hamster me harcelait, alors qu'en fait pas du tout. J'étais là, ah très bien, je t'accueille, viens. Je crois que j'ai beaucoup cherché dans ma vie des raisons d'expliquer pourquoi j'arrivais pas à me faire des amis. Et ça passe toujours par les différences qu'on peut avoir.
Et je crois que ça me rassurait qu'il y ait de bonnes raisons. Parce que si j'enlève le fait que peut-être que j'avais pas de copine parce que j'avais des lunettes ou parce que j'étais gauchère ou parce que j'étais différente, ça veut dire que j'avais juste pas de copine parce que les gens m'aimaient pas. Et je crois que quelque part, c'est une technique pour essayer de trouver des excuses aux gens. Pour dire, bah oui, mais moi non plus, j'aurais pas aimé cette personne à lunettes, par exemple. Enfin, tu sais, essayer de rendre ça logique alors que ça l'est pas du tout. Parce que c'est trop dur de se dire, juste, les gens m'aiment pas parce que je suis qui je suis. Ça me semblait évident que le hamster allait me forcer à me connecter à une part de moi dont j'avais vachement honte. Parce que, justement, bah, c'était pas une créature glamour, c'est pas une créature qu'on a envie d'être et c'est une créature qui sert à rien. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je pense que je veux faire ce travail qui sert à rien. Et très naturellement, du coup, toutes les insultes qu'on peut donner au hamster ou tout ce qu'on peut dire dans son dos sont venues répondre parfaitement à toutes les questions que moi je me pose sur justement ces parties où j'ai un peu honte. Et pourquoi j'ai honte, et si j'ai honte, est-ce que les autres n'ont pas honte? Et si je parle de ces hontes-là, est-ce qu'on n'aura pas plus toutes pas honte du tout? Bah peut-être que si. Ce que je raconte sur la sororité dans mon livre et l'envol humain que ça m'a donné de me rendre compte que l'amour des femmes sauverait le monde, ça a été un truc dont j'ai voulu parler depuis très longtemps. Et j'avais aucune idée qu'il finirait dans ce livre-là. Mais comme je n'avais pas à cœur d'amener juste tout un tas de traumas et d'histoires difficiles pour faire bien pleurer, pour dire bon bah je vous laisse avec ça, mais justement de dire que c'était grâce à tout ça et c'était malgré tout ça que j'ai aujourd'hui cette croyance très positive que l'amour et la sororité sauveront le monde, c'est devenu ma manière de dire mais finalement tout ce qui m'est arrivé n'est pas grave. Et en fait c'est devenu logique. J'avais envie d'en parler parce que je réfléchis en parallèle à énormément de sujets et j'ai beaucoup de théories, mais ma toute dernière théorie sur la sororité me semblait un truc tellement important à partager et c'est tombé parfaitement dans le livre parce que j'ai dû faire ce livre en me disant donc j'ai commencé ma vie comme ça, mais si je la finis en pensant ça aujourd'hui par exemple, ça veut dire que je peux raconter qu'on s'en sort en fait d'une vie chamboulée par plein de choses. C'est pas terrible en fait. Et puis surtout, j'ai quelque chose dont je suis persuadée, c'est que ce que je raconte, je suis pas seule à l'avoir vécu. Les bouquins qui sont derrière moi, je vais voler la métaphore de Juliette qui était géniale, mais effectivement une bibliothèque, c'est un peu comme une cave à vin. Parce que j'en ai beaucoup, mais juste parfois pour les avoir, pas pour les sortir devant des potes ou pour les lire, pas pour les ouvrir au dîner. Alors là, déjà, on a toute ma collection d'Agatha Christie. Je suis une grande fan de romans policiers et principalement d'Agatha Christie, dont j'aime le style, mais également le charisme et la prestance, enfin la personne qu'elle est. Je suis tellement fascinée de voir toutes les nouvelles séries qui sortent que tout le monde adore et moi me dire elle a inspiré vraiment beaucoup de gens. C'est moi qui ai fait la bibliothèque parce que je voulais qu'elle prenne de la place, mais pas trop, donc je l'ai faite sur mesure et j'ignorais que j'allais avoir plus de livres. Ensuite, j'ai beaucoup de théâtre, parce que j'ai fait des études d'art dramatique et qu'il fallait que je lise tous les petits classiques. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui les avaient, les petits classiques. Alors, qui les avaient, c'est un grand mot. Qui les avaient, et où tu ouvres une page, ça s'en va en lambeaux. Mais au moins, il y a les mots dedans, quoi. Ils sont vraiment, regarde, ils ont vécu. Beaucoup. Énormément. Tu peux tourner les pages, tu peux partir avec les pages. Donc, c'est plus pour le... Tiens, pareil, petit truc un petit peu sadique de vouloir me rappeler mes années d'école d'art dramatique alors que c'était pas mes années préférées. Moi, j'ai toujours eu un rapport difficile avec tous les humains et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de distinction dans les genres des humains qui m'embêtaient. Surtout petite, il y avait beaucoup de petites filles qui m'embêtaient. Et en fait, dans ma vie, c'était redondant, mais quelque chose en moi était plus fort que tout et continuait perpétuellement à se sentir plus en sécurité avec des filles, avec des femmes. Comme si, quelque part en moi, il y avait l'idée profonde que c'était juste qu'on avait été élevé de cette manière et qu'il ne tenait qu'à nous de transformer tous ces soi-disant défauts de douceur, d'écoute, d'empathie, de compréhension pour s'entraider les unes les autres. Et à chaque fois que j'ai dû faire un effort humain, j'ai préféré 1000 fois le faire pour une autre femme que pour un homme. Et ça, c'était quelque chose qui, malgré mes mauvaises expériences de sociabilisation à l'école et dans ma vie, restait plus fort que tout. Comme si cette croyance en la sororité qui nous dépasse toutes, en notre capacité de nous aimer les unes les autres, était plus fort que tout. Et c'est pour ça que ça dévie vers ça, c'est qu'en fait, ça vient aussi contrer l'idée que c'est pas parce que quand on était petit, on était victime de violence qu'on va devenir quelqu'un de violent. C'est justement pour pouvoir dire que c'est possible d'avoir en soi assez d'optimisme et assez d'espoir pour que ce soit pas une fatalité. J'ai beaucoup de livres féministes aussi, que je mets toujours ici.
J'ai bien dissocié les livres qui traitent du féminisme des romans qui sont potentiellement écrits par des personnes féministes. Donc j'ai rangé les féministes dans les romans parce qu'à mon sens, ça sert à rien de faire une catégorie. En plus, j'ai déjà beaucoup de catégories. Mais par contre, ce qui traite du féminisme va se trouver ici. Et puis j'ai plein de formats poche, de plein de choses. C'était rangé jusque-là, puis ensuite j'ai acheté plein de nouveaux livres et ça a été plus compliqué. Et aussi les boîtes à livres n'ont pas aidé. Parce que je vois aussi beaucoup des signes dans les boîtes à livres quand je me balade en France et que je passe devant des boîtes à livres, j'ai tendance à aller regarder ce qu'il y a dedans, comme si c'était encore un message du divin, tu sais. Et si je trouve un Romain Gary, je vais faire « waouh, ça c'est trop un signe ». Alors, quel signe? C'est aucun. Je sais pas, j'ai juste besoin de me rassurer. J'ai mieux. Tous les soirs et tous les matins avant de commencer et tous les soirs quand j'avais terminé, j'aérais ma pièce et j'ai ce Palo Santo, tu sais, qui est un petit bout de bois qui naturellement a une odeur d'encens et que tu utilises dans les temples et que tu utilises pour purifier les espaces avant les prières, les méditations, ce que tu veux. Ce que je faisais avec ce petit bout d'encens pendant que je le mettais dans la pièce, c'est que je prenais conscience de tout ce que j'avais. Je reprenais conscience et je disais, c'est tous mes livres, merci à tous mes livres. Là, j'ai mon imprimante, là, j'ai tous mes trucs de bureau, là, j'ai des stickers. Et en fait, je reprenais le temps de regarder mon espace et de dire merci d'être un bon camarade, merci à toi. Tu sais, et je le nettoyais parce que j'avais bossé aujourd'hui. Toutes les pensées qui pouvaient être négatives et qui étaient là en suspens, c'était par la fenêtre. Et ça, je pense que ça a été exacerbé avec le livre. Dieu merci, ça s'est un peu calmé depuis. Mais ça a été vraiment comme important pour moi de me dire j'ai mis toutes les chances de mon côté. Maintenant, si ça marche pas, c'est parce que j'ai pas de talent. C'est pas parce que j'ai pas essayé. Mais j'étais prête à m'accrocher à n'importe laquelle des petites distractions avant de m'y mettre. Donc, par exemple, ce que je faisais, c'est que n'importe quelle excuse pour faire une sieste pour moi était bonne. Donc, je faisais des nuits très très longues. Je me couchais exprès très tôt, comme ça, quand je me réveillais le matin. Si après avoir, tu sais, un peu rangé, un peu fait, voilà, tu sais, tourné autour d'ici sans jamais m'y installer, j'étais un peu fatiguée, je serais allée faire une sieste, donc voilà, je mangeais quand j'avais faim, je dormais quand j'avais envie de dormir, mais il y avait forcément un moment où j'avais fini de réparer ma machine à laver, alors que j'aurais pas du tout dû le faire, où je savais qu'il fallait que je m'y mette. Et pour te montrer à quel point je suis capable de beaucoup de choses pour pas m'y mettre, là j'ai 2 maquettes ici, qui sont les 2 maquettes d'un projet que j'ai écrit d'une série. Et en fait, j'avais tellement, quand j'écrivais le dossier, quand j'écrivais tout, j'avais tellement les décors dans la tête que moi, je décrivais dans mon déroulé, je décrivais mes décors et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de décrire mes décors, je vais les faire sortir de ma tête. Et donc, je me suis mise entre l'écriture de tous les épisodes de ce projet à fabriquer mes décors pour l'envoyer à ma co-autrice pour lui dire, comme ça, je passe plus de temps à décrire trop les trucs. Et donc, c'est ce genre d'activité que je peux faire à la place d'eux, mais qui aide quelque part. J'ai eu un moment où mes éditrices m'ont dit maintenant, il te reste 5 jours, 5 jours ouvrés, pour repasser sur tout et rajouter tout ce que tu veux rajouter là où tu veux le rajouter. Au fil de l'écriture, elles m'ont beaucoup demandé de développer, parce que je trouve que c'est ce qu'il faut. Je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui virent, et moi, Isabelle me disait toujours non, si jamais c'est pas clair, c'est qu'il en manque, pas qu'il y en a de trop. Donc j'ai été beaucoup plus invitée à étirer, à en rajouter. Mais j'ai été très avare au début dans mon premier jet, parce que j'avais très peur de me mettre à nu. Donc j'ai fait un premier jet un peu à distance, sans donner de détails. Et puis ensuite, elles m'ont dit bah non, il faut rajouter tout ça. Donc au fur et à mesure, ouais, j'ai dû le renforcer, j'ai dûu rajouter des choses. Et j'ai rajouté jusqu'à la dernière minute, j'ai rajouté des choses qui s'avèrent être en fait très importantes. Et où je me dis, vraiment, le soir où j'ai fini de repasser sur tout le livre et où j'étais arrivée au bout des 5 jours, il devait être 22h. Je devais l'envoyer jusqu'au lendemain matin. Et j'étais à mon balcon en train d'essayer de faire le point sur plus loin pour pas loucher. Et je me suis dit, j'ai repensé à une histoire et je me suis dit, mais faut que je l'écrive. Et j'étais vraiment là, oh non. Et en même temps, elle était dans ma tête, donc ça allait pas me prendre longtemps. Mais j'avais vraiment la partie de moi qui traîne les pieds à écrire ça, parce que c'est une partie de moi qui a peur que ça existe, qui m'a quand même dit, bon, bah, on va l'écrire. Et c'est là où j'ai écrit un des passages qui est en fait très important. Et je me dis, putain, jusqu'à la dernière seconde, il aurait pu ne pas être là. Donc heureusement aussi qu'on me l'a retiré des mains, sinon j'en aurais toujours rajouté. Il faut faire attention avec ça. Oui, j'ai envie de le refaire. Là, je suis encore un petit peu traumatisée de la fin de l'écriture, parce que ça a réveillé vachement de choses, et qu'évidemment, ça a réveillé beaucoup de peurs, notamment celle bah, les gens vont le lire, ce livre, maintenant. C'est-à-dire que j'étais contente de l'avoir écrit, et j'avais pas pensé à l'étape d'après où des gens devaient le lire, ou allaient le lire, et quelque part, ça me fait hyper peur, parce que
parce que c'est nouveau, mais en même temps c'est très exaltant et j'ai encore envie de le faire. J'ai encore envie de me retrouver dans ce moment avec mes pensées, avec mes papiers partout, avec mes souvenirs, dans ce moment où je deviens hyper vulnérable au monde qui m'entoure et à chaque signe. Et en fait, c'était très agréable. J'aimerais dire juste que moi, je l'ai écrit en espérant enlever un énorme poids de la poitrine. Et que c'est tout ce qui compte, en fait. C'est que quand on l'ait lu, on se sente un petit peu mieux qu'avant qu'on l'ait lu. C'est juste ça que j'espère. J'ai mis toute l'honnêteté possible et imaginable pour que ça arrive, pour que ce soit un livre qui aide et pas un livre qui plombe. Vraiment.